Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau sur ce podcast Guillaume Mathias, expert renommé en neurosciences et sciences cognitives. Alors Guillaume est chercheur, conférencier et fondateur de BMO, une organisation qui propose une large gamme de formations en lien avec les neurosciences et les sciences cognitives. Son parcours impressionnant inclut des collaborateurs avec des institutions de premier plan et des publications dans des revues scientifiques prestigieuses. Il est également l'auteur du livre récemment publié L'influence cachée du cerveau humain aux éditions ESF où il explore les subtilités de notre cerveau et leur impact sur notre comportement quotidien. Alors dans cet épisode, nous allons explorer un sujet fascinant, la relation au temps à travers le prisme des neurosciences. Guillaume n'est pas un inconnu pour nos auditeurs fidèles puisqu'il nous a déjà éclairé lors de l'épisode 56 sur les mécanismes de décision. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères du cerveau humain et découvrir comment notre perception du temps influence nos décisions, notre productivité et notre bien-être. Guillaume partagera avec nous ses connaissances et ses recherches les plus récentes et nous donnera des clés pour mieux comprendre et gérer notre relation au temps. Préparez-vous pour une conversation enrichissante et pleine de découvertes, installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur des neurosciences et du Bonjour temps. Jimmy. Bonjour Guillaume. Magnifique accueil, je te remercie. Effectivement, on va pouvoir aller... Très heureux de refaire un épisode avec toi. partagé. Et puis quel sujet là? Le temps, c'est un sujet complexe et fascinant. Mais on va essayer de démêler un petit peu tout ça ensemble, avec grand plaisir en tout cas. Alors, c'est vrai qu'on parle de temps et on a un temps qu'on peut aborder de différents angles. On connaît le temps, j'ai envie de dire physique. Quand on regarde sa montre, c'est l'heure qui passe, et puis la notion d'espace-temps qui pourrait faire, je pense, des heures et des heures d'interview. Il y a le temps neuronal et peut-être physiologique. Tu pourras aussi nous expliquer tout ça. Et puis il y a le temps philosophique. En tout cas, c'est les trois angles que j'ai pu découvrir en faisant des recherches sur le sujet. Et puis c'est vrai que l'angle philosophique est aussi un angle assez intéressant de comment on vit le temps, le passé, le présent, le futur. Mais aujourd'hui, c'est pas sur ça qu'on va aller. Aujourd'hui, on va parler du temps et de la relation au temps au travers des neurosciences. Tu vas voir que tu m'as donné 3 thématiques sur le temps. Et moi, j'ai surtout envie de te dire que le temps n'existe pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que le temps? Et à vouloir faire de la gestion du temps en considérant que le temps est une nature par essence, alors que le temps est une illusion, c'est une illusion de notre cerveau, c'est comme si on essayait de faire de la gestion d'une illusion. Et bien évidemment, lorsqu'on veut essayer de gérer une illusion, on se confronte à une chimère qui, à un moment où on veut s'en saisir, se divise et redémultiplie les problèmes à l'infini. Et effectivement, on voit que c'est un sujet chaud, la gestion du temps. Donc d'un point de vue neuronal, si tu veux, déjà, ce n'est qu'une pure création de notre cerveau. Quand tu dis que c'est une création, c'est que c'est le cerveau qui interprète les données et qui nous en fait une projection? De façon déjà simple, si tu veux qu'il y ait du temps, il te faut une mémoire. Si tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de temps. C'est justement ce rapport à la mémoire. C'est de la façon dont notre cerveau a besoin de se représenter nos environnements. Comme il va utiliser nos mémoires, ça va créer une illusion du temps. Tu prends quelqu'un, tu veux arrêter le temps pour lui, c'est facile, tu le fous sous anesthésie. Tu le laisses 24 heures sous anesthésie, il va y avoir des complications, mais tu le laisses 24 heures sous anesthésie. Quand il se réveille, pour lui, ça a duré quelques secondes, le temps d'endormissement et le temps de réveil. Et le temps n'existe plus pour lui, puisqu'il n'y a rien qui s'est enregistré en mémoire. Donc c'est vraiment une pure création de notre cerveau, ce rapport au temps. Est-ce que du coup, lorsque, je sais pas, on a peut-être un accident cérébral ou par exemple quand on tombe dans le coma ou dans les vapes, est-ce que du coup on a notre mémoire qui n'enregistre plus rien Alors, c'est difficile de savoir si les mémoires continuent à engrammer, c'est-à-dire à mémoriser des informations en dehors du champ de conscience, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes dans les vapes? C'est pas le cerveau qui s'arrête, c'est juste la conscientisation des éléments. Donc tu perds conscience, tomber dans les vapes, c'est vraiment perdre conscience. Il y a fort à parier que le cerveau continue à mémoriser des informations. En revanche, il ne peut pas les porter à la conscience. Donc comme il ne peut pas les porter à la conscience, on ne peut pas construire une représentation. Et donc, de fait, on n'intègre pas cette illusion du temps. D'ailleurs, c'est souvent une des premières questions qui arrive à des victimes de personnes qui tombent dans les vapes. C'est la question qui arrive assez régulièrement, c'est « je suis où ?» Ils n'arrivent pas à se repérer dans l'espace. Et la deuxième, « je suis resté évanoui combien de temps ?» C'est vraiment les questions classiques qui émergent. Parce que tout simplement, ce qui a pu éventuellement être mémorisé, et ça on ne sait pas ce qui a pu être mémorisé, n'est pas intégré dans la représentation de l'individu, et donc cette matérialisation du temps ne se fait pas. Dans l'état physique des choses, le temps il est assez mesurable. Même quand on fait de la physique quantique ou cosmologique, même sur l'espace-temps, on arrive quand même à faire des mesures. Et le plus simple pour nous au quotidien, c'est la montre.
On sait ce qu'est une seconde, on sait ce qu'est une minute, une heure, une semaine, une année. Est-ce que on a cette même évaluation dans le cerveau? Est-ce qu'on a une fréquence comme dans l'horloge qui nous donne un rythme? On en a une. Alors, il faut juste, je pense que pour réussir à comprendre comment on peut aborder ça, c'est d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que le temps. Dans l'environnement qui nous entoure, il n'y a pas vraiment de temps. Il y a un espace. Ok ? Et dans cet espace, il y a des mouvements. Si tu regardes et si on réfléchit 10 secondes, qu'est-ce que c'est qu'une montre ? Une montre, c'est un mouvement. Hein. Et le temps, 24 heures, qu'est-ce que c'est que 24 heures ? C'est le mouvement que va faire la Terre en rotation sur elle-même pour arriver à un tour complet. C'est un mouvement, ni plus ni moins. C'est un mouvement complet de rotation. Ce mouvement de rotation, il n'est pas pratique pour nous. Donc il a fallu qu'on arrive, on ne peut pas regarder, tu ne peux pas te dire « Ah, on en est là ». Surtout la nuit, à la limite, dans la journée, par rapport au soleil, on s'en sort encore à peu près. Mais la nuit, il est plus compliqué de pouvoir se repérer dans l'espace. Donc, on a calqué ce mouvement de rotation de la Terre sur le mouvement de rotation des aiguilles sur un cadran. En l'occurrence, c'était plus pratique de faire 2x12. Et ça nous permettait d'être plus précis. Et donc, ce mouvement d'un cadran de montre, c'est le mouvement de la Terre sur elle-même. Et alors, finalement, qu'est-ce que c'est que le temps ? Bien, le temps, c'est la capacité, alors attention, ça c'est la partie technique, c'est la capacité de mise en mouvement d'une chose relative à une autre. Je vais te donner un exemple pour essayer d'être plus clair là-dessus. Et surtout la façon dont on interagit avec le temps. Tu prends un rectangle, ok, avec 4 sommets, A, B, C et D. A en haut à gauche, B en haut à droite, C en bas à droite, D en bas à gauche. Bien évidemment, l'arête AB est bien plus longue que l'arête AD, okay, puisque c'est un rectangle. Maintenant, admettons, tu poses quelqu'un à un point B, au point B, et quelqu'un à un point D. Et tu leur demandes, en marchant tranquillement, d'arriver simultanément au point A, de se rejoindre à l'arête, au sommet A. Qu'est-ce qui va se passer ? B, qui a une plus petite distance à faire, va considérer qu'il a plus de temps que B, qui va avoir une plus grande distance à faire. Pourquoi ? Parce que B a une capacité de mise en mouvement à capacité égale. Ça va être plus facile pour lui de rejoindre le point. Donc il va considérer qu'il a le temps pour le faire. Ouais. En revanche, maintenant, à D, tu lui attaches une jambe. Donc il doit y aller à cloche-pied. Et à B, tu lui donnes le droit de pouvoir courir. Que va penser B ? Qu'il a plus de temps que D pour pouvoir atteindre le sommet A. En fait, notre perception du temps, c'est notre capacité de mise en mouvement par rapport à une autre capacité de mise en mouvement. Quand aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus assez de temps dans une journée, c'est parce qu'on a une quantité de mise en mouvement dingue à faire par rapport à la rotation de la Terre sur elle-même. Parce que cette rotation-là, elle reste invariable. Par contre, nous, la quantité de mouvement qu'on doit faire et qu'on nous demande de faire par rapport à cette rotation de la Terre, elle devient toujours de plus en plus importante. Y compris lorsqu'on est assis derrière son bureau, j'imagine. Enfin, tu dis un mouvement, c'est pas forcément un mouvement physique, ça peut être un mouvement intellectuel. Ça peut être un mouvement intellectuel, ça peut être une réflexion, ça peut être une tâche virtuelle à faire. N'empêche qu'il a fallu modifier quelque chose. Il faut, quand tu envoies un mail, même s'il est totalement immatériel, ça nécessite un ensemble de mise en mouvement pour pouvoir créer ce mail et l'expédier. Quand tu lis quelque chose, c'est toute une mise en mouvement de lecture que tu dois faire pour pouvoir absorber l'information et traiter cette information. Donc c'est vraiment cette logique-là, la mise en mouvement. Et donc, du coup, il n'y a pas d'un point de vue, pour revenir à ta question, d'un point de vue neurologique, notre cerveau gère des capacités de mise en mouvement et de l'espace. Ensuite, il va créer une illusion du temps pour qu'on puisse le conscientiser. Mais c'est vraiment une mise en mouvement et c'est directement relié à cette notion d'espace dans notre cerveau. Quand on se déplace dans un environnement, on va mémoriser l'environnement. Mais par exemple, tu visites une maison. Tu vois, là, je suis chez moi. Admettons que je t'invite chez moi et tu visites ma maison. Tu vas passer par l'entrée et puis ensuite tu vas voir le séjour, tu vas voir les couloirs, tu vas voir des chambres, etc. Comment tu vas faire pour pouvoir te repérer dans l'espace ? Eh bien, en fait, ton cerveau va noter dans quelle séquence d'informations quelle suite d'informations il a reçu. Et donc pour ça, tu reçois les flux d'informations de l'espace, et puis tu as ton hippocampe qui met un marqueur. Il va marquer 1,
2, 3, 4, et il condense comme ça, comme un métronome. Et donc, il va venir étiqueter l'information visuelle de l'espace en fonction du numéro. Ce qui fait qu'après, tu sauras que tu as vu l'entrée en 1, le séjour en 2, le couloir en 3, etc. Donc, c'est en étiquetant les séquences d'espace que le cerveau crée l'illusion du temps pour pouvoir se représenter l'espace. Dans quel ordre est-ce que les informations sont arrivées? Si tu fais pas ça, tu peux très bien te dire que tu es rentré par la chambre et qu'après, tu as vu l'entrée et que après l'entrée, c'est le séjour, enfin peu importe, tu vois. Tu n'aurais pas d'ordre. Ouais, c'est ça. C'est dans un film de Kubrick après. Inception nous pomme complètement parce qu'on ne peut plus séquencer dans quel ordre on est. En fait, ils nous perdent ce séquençage. C'est pour ça que le film Inception, nous prend à ce point. On n'a plus les séquençages. Et donc, c'est pas tant, tu vois, que le cerveau va traiter le temps, il va traiter l'espace. Et mettre dans quel ordre est-ce qu'il a perçu l'espace. Je voudrais faire une parenthèse du coup, parce que je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais fait un mémoire de recherche sur l'apprentissage, et je me souviens avoir lu des parutions sur justement comment on pouvait essayer d'apprendre les choses en se les représentant visuellement chez soi. Par exemple, tu mets le théorème de Pythagore, tu le mets dans le tiroir à couvert de ta cuisine, et du coup tu sais que quand tu recherches ce théorème-là, tu vas visualiser ton tiroir de cuisine que tu ouvres et tu vas aller trouver le théorème de Pythagore. Ah oui, est-ce qu'on peut faire un lien En fait, si tu veux, le cerveau est câblé avant tout pour gérer de l'espace. Donc, associer les informations à des lieux. D'ailleurs, ton cerveau, quand tu t'approches d'un lieu, il préarme des informations qui sont en lien avec ce lieu-là. Si par exemple, là, maintenant, de but en blanc à toi, aux auditeurs, je vous demande qu'est-ce qui est dans votre frigo? Comme vous n'êtes pas devant votre frigo, l'information est restée stockée bien en arrière. En revanche, si au moment où vous êtes devant votre frigo, vous allez pour ouvrir le frigo et que je vous bloque la main, et je vous dis, qu'est-ce qu'il y a là dans le frigo? Votre cerveau avait déjà commencé à mobiliser les informations nécessaires à cet environnement-là. Et donc, on arrive à répondre beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc, le cerveau vraiment associe. Exactement. Il avait préparé le mouvement. En fait, notre cerveau rend disponible des informations en fonction des lieux dans lesquels on est. Et ça, c'est un drame. Tu parlais de l'apprentissage. C'est un drame pour les étudiants, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ils ont bachoté comme des fous avant un examen dans leur chambre d'étudiant. Dans leur chambre chez eux ou dans leur chambre d'étudiant, peu importe. Et toutes les informations qu'ils ont mémorisées sont associées à ce lieu-là. Et puis ensuite, tu vas en salle d'examen. Arf! Les informations ne sont pas associées à la salle d'examen, elles sont associées au lieu de révision. Ce qui déjà endigue un petit peu l'accès aux informations, pour peu qu'en plus tu sois stressé, tu rajoutes encore une difficulté d'accès à l'information, et là tu arrives devant ta copie, copie blanche, tu n'arrives plus à mobiliser tes informations. Tu rentres chez toi dégoûté, à peine tu as passé la porte de chez toi, boum, tu as tout le cours qui revient. Bah oui, parce que l'information est associée. Et ouais, ça peut arriver. Oui, ça arrive. Donc effectivement, si tu veux, notre cerveau est vraiment câblé pour gérer de l'espace. Parce qu'encore une fois de plus, autour de nous, il n'y a pas de temps, il n'y a que des espaces et des mouvements. Est-ce que on pourrait tromper notre cerveau ou il faudrait tromper notre cerveau pour pouvoir peut-être avoir une meilleure notion du temps? Alors, tu as Daniel Kahneman qui propose un truc fantastique. Il fait le paradoxe justement de la différence qu'il y a entre l'expérience et son souvenir. Et il nous explique la chose suivante et qui s'explique très très bien une fois qu'on comprend les fonctionnements des mémoires. Si jamais tu t'ennuies pendant un moment, tu t'ennuies parce qu'il n'y a rien qui te stimule vraiment, et finalement l'après-midi entière que tu as passé, il n'y a rien de vraiment mémorisable là-dedans. Mais comme il n'y a rien qui te stimule, tout te paraît long. Il n'y a pas de stimulation particulière. Par contre, lorsque tu vas te rappeler de ce souvenir-là, tu vas juste te rappeler que c'était long, mais tu as l'impression en même temps, quand tu vas remobiliser les souvenirs, qu'il n'y en a pas tant que ça, et donc finalement, l'épisode qu'on reconstruit dans notre tête est très rapide. Ce qui fait que le souvenir d'un temps long passe vite, parce qu'il y a peu d'éléments à remobiliser à la mémoire, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à mémoriser. En revanche, quand tu t'éclates, tu es hyper stimulé, tu vas mémoriser des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, mais comme tu es très stimulé, tu ne vois pas le temps passer. En revanche, quand tu vas créer le souvenir de cet événement-là, tu auras plein de séquences que tu pourras ramener à ta conscience. Et à ce moment-là, tu auras l'impression que le temps a été long. Ça te crée un long souvenir. C'est tout le paradoxe qu'il y a entre l'expérience de quelque chose et son souvenir. Après, est-ce qu'on a un intérêt à vouloir duper notre mémoire, ou plutôt la conscientisation de notre mémoire, par rapport au temps? Il faudrait chercher l'intérêt, en fait, quelle est la finalité derrière ça? C'est-à-dire que si tu veux qu'un temps passe vite, il faut des choses qui te stimulent énormément.
Tu as déjà remarqué que sur ton téléphone qui est là pour te bombarder de stimulation, le temps, on se dit, punaise, ça fait déjà une demi-heure que je suis dessus. Et quand on y réfléchit, après, alors, ça reste pas très très longtemps en mémoire, ce qu'on voit sur les smartphones. Mais quand on y réfléchit, ah bah oui, j'ai vu ça, puis j'ai vu ça, puis j'ai vu ça, puis j'ai vu ça, puis j'ai vu ça. Donc, j'ai envie de te dire, si quelque part, tu as besoin que le temps passe plus vite, il faut que tu trouves quelque chose qui te stimule, qui te crée une vraie satisfaction dans ce que tu fais. Et tu auras l'impression que le temps passe plus vite. Si en revanche, tu veux essayer de ralentir un peu le temps, quelque part, il faut que tu t'ennuies. Et si tu t'ennuies, tu as l'impression que le temps sera plus long. Moi, je me rappelle certains cours que j'ai pu avoir au collège. J'ai l'impression que l'aiguille, les yeux rivés à l'époque sur ma flic-flac, j'ai l'impression que c'était interminable pour que l'aiguille passe juste d'une minute, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible. Et à l'inverse, des cours qui étaient absolument fascinants, les 2 heures, elles passaient d'un claquement de doigts. Donc, si tu veux, on peut jouer avec ça. Après, quel est l'intérêt de le faire? Quelle est la finalité? Pour que les auditeurs comprennent, j'avais vu une petite vidéo qui expliquait, en fait, t'as un cycle de 10 secondes, donc t'as 10 secondes qui tournent autour d'une roue, comme ça. Et puis à la 9e seconde, en fait, la roue change de couleur. Donc la roue est noire, d'accord? Et puis à la 9e seconde, la roue devient verte et bleue, par exemple. Et donc c'est vrai que on a l'illusion que cette 9e seconde est plus longue que les autres. Parce qu'on a, ce que tu expliques là, on a quelque chose qui se passe, qui n'était pas attendu, une surprise. Après, on peut jouer avec la perception, par exemple, du temps dans les salles d'attente. Par exemple, tu vas chez le médecin et tu sais que le médecin, il sait que lui, il a souvent tendance à avoir une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente. On peut jouer sur la perception du temps par l'environnement chromatique. Typiquement, on s'est aperçu que quand tu mets les individus dans une ambiance chromatique chaude, ils ont l'impression que le temps passe plus vite que quand tu les mets dans une ambiance chromatique froide. C'est bizarre, hein? Alors, l'impact réel, on a du mal à comprendre exactement pourquoi. On sait que des couleurs, par exemple, chromatiques chaudes, vont avoir tendance à stimuler notre système nerveux autonome. Donc cette stimulation du système nerveux autonome va faire qu'on est plus à même de percevoir et tu vas de s'engager dans les choses que dans une ambiance chromatique froide où le système nerveux autonome a plutôt tendance à diminuer. Je dis bien à tendance. On peut imaginer que ça peut être une piste de réflexion, d'explication de ça. Ce que je viens de te dire là est vrai dans un environnement physique, et ça aussi pour une raison qu'on n'explique pas, ça s'inverse dans le digital. Si jamais tu mettais une barre de progression, tu sais, une barre de progression de téléchargement de 0 à 100%, si la barre de progression est avec une couleur chaude, ça paraît plus long que s'il est avec une barre de progression de couleur froide. Ça, on n'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui. On n'a pas d'explication concrète sur cette perception du temps. Alors, du coup, on disait tout à l'heure, est-ce qu'on a un intérêt à tromper le temps ou la perception du temps? On va plutôt employer les bons termes. J'imagine quand on fait de l'hypnose, par exemple, ou de la méditation, pour faire passer peut-être des moments plus douloureux. Tu parlais de Kahneman. Il donne aussi des exemples où on a le souvenir ou la mémoire d'un événement douloureux, plus ou moins important, qui peut paraître en fait plus ou moins banal selon le ressenti. Est-ce qu'on n'a pas dans ces cas-là des intérêts à tromper un peu son cerveau? En fait, ça va dépendre à quel moment on cherche à le tromper. Est-ce que c'est pendant l'expérience ou est-ce que c'est au moment de la remobilisation, c'est-à-dire de la reconscientisation des choses? On aurait un intérêt à le faire, entre guillemets, sous hypnose. Mais quand on veut travailler sous hypnose, il va falloir remobiliser un maximum d'informations pour pouvoir créer la reconfiguration neuronale qu'on recherche. Si tu mobilises beaucoup d'éléments, le temps va paraître plus long. Si tu remobilises peu d'éléments, il va paraître plus rapide. Mais si tu veux vraiment avoir une force d'action, tu as intérêt à en remobiliser beaucoup. Donc ça risque d'être à vouloir faire en sorte que ce moment passe plus vite. D'accord. Tu risques surtout de perdre en efficacité de la séance. Donc, pas évident, hein? Pas évident. Après, en revanche, tu peux venir travailler sur ta capacité de mise en mouvement. Toujours pareil, c'est-à-dire que le temps, c'est une capacité de mise en mouvement. Si tu modifies ta capacité de mise en mouvement, tu vas modifier ta représentation du temps. Et à mon sens, c'est peut-être là l'axe sur lequel on peut vraiment travailler. Je donne un exemple concret pour tous ceux qui travaillent en entreprise. On a l'impression de ne jamais avoir le temps. Il y a toujours des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à faire. Mais une fois qu'on comprend que le temps, c'est une capacité de mise en mouvement, qu'est-ce qui nous permet de se mettre en mouvement avant toute chose? Eh bien, ça va être nos ressources physiologiques. C'est notre corps qui produit l'énergie nécessaire qui me permet la mise en mouvement. Du coup, si j'arrive à accroître mes ressources physiologiques, de façon simple, en faisant attention à la qualité de mon sommeil, en faisant attention à ma qualité d'alimentation, à mon hydratation, à ma pratique sportive, etc.
je fais attention à ce qui me permet à mon corps de produire de l'énergie, alors je vais avoir une capacité de mise en mouvement plus importante. Comme j'ai une capacité de mise en mouvement plus importante, je vais avoir l'impression d'être moins dans ce sentiment d'être débordé par le temps. Et tu vois, ça peut déjà être un moyen direct qui modifie vraiment l'expérience, non plus cette fois-ci sa remobilisation ou sa conscientisation, mais vraiment l'expérience que l'on en a. Quand tu me dis mise en mouvement, évidemment, je pense à l'émotion, qui a vraiment, là, pour le coup, sa racine, c'est de mettre en mouvement quelqu'un. C'est pour ça qu'on a des émotions. Est-ce que cette capacité de mise en mouvement, elle est aussi sous le contrôle des émotions ? Alors, souvent en neuro, on le voit, là, l'émotion est une conséquence et pas une cause. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? En fait, ton cerveau, lorsqu'il perçoit quelque chose, ça, je te fais un circuit très court, mais il perçoit les informations, il va y avoir plein d'aires corticales qui vont être responsables du traitement de l'information, et quand tout ça est décortiqué et arrive dans le système limbique il va se demander si c'est bon ou pas pour nous. Et en fonction de si c'est bon ou pas, il va venir déclencher certains neurotransmetteurs qui vont créer en nous des états de tension. Et c'est parce qu'il y a un état de tension que l'on se met en mouvement. S'il n'y avait pas d'état de tension, il n'y aurait pas de mise en mouvement. Et la conséquence de cet état, de la libération de ces neurotransmetteurs qui créent l'état de tension, lorsqu'il est diffusé en nous, va nous créer certains ressentis physiologiques. Donc c'est une conséquence de la libération des neurotransmetteurs qui créent les états de tension, qui créent ensuite un ressenti physiologique. Ce ressenti physiologique, c'est ce qu'on appelle une émotion. Il y a des états de tension aversifs, quelque chose qu'on ne supporte pas, ça nous crée un état de tension aversif, comme par exemple une douleur, lorsqu'on se fait mal, c'est un état de tension, c'est une sensation aversive qui crée un état de tension aversif, où il y a des états de tension de satisfaction addictive. Comme j'ai gagné au loto, ouais, tu vois, cette grande joie que tu peux avoir. Je cherche un peu les extrêmes. Non, je la connais pas celle-là. Mais c'est un état de tension, c'est un super état de tension. Franchement, fais-le, tu vas voir, c'est vachement sympa. Et cet état de tension va créer une satisfaction et donc un ressenti physiologique particulier qu'on va appeler cette fois-ci une émotion positive quand c'est un état de tension de satisfaction, qu'on va appeler émotion négative quand c'est un état de tension aversif. Alors je vois arriver tous ceux qui ont suivi dans les auditeurs des formations sur management des émotions. Oui, il n'y a pas d'émotion négative en soi, c'est-à-dire que toutes les émotions nous sont utiles, parce que ça nous permet de conscientiser ces états de tension. Mais en fait, on fait une distinction entre positif ou négatif en fonction des états de tension de satisfaction ou aversif. C'est là que se fait la distinction entre les deux. Mais donc, il faut ces états de tension pour se mettre en mouvement. Donc, ces stimulations-là sont vraiment essentielles. J'interromps cet épisode pour vous parler d'un truc super important. Voilà, le petit manager vient de changer de plateforme d'hébergement, et pour cette raison, les étoiles, les commentaires, et même pour certaines plateformes, les abonnements ont tout simplement disparu. Alors, je vous demande du fond du cœur, si vous avez 5 minutes, voire même 1 minute de votre temps aujourd'hui, ce serait pour aller lui mettre les fameuses 5 étoiles, et si possible, un commentaire. Évidemment, si vous étiez abonné et que cela a disparu, eh bien, réabonnez-vous, et si vous n'étiez pas encore, c'est le moment de le faire. Allez, je vous remercie par avance, et je vous laisse avec la fin de l'interview. Alors, si on a l'état de tension pour se mettre en mouvement, on a une émotion, la peur, un risque, un danger, même quelque chose de positif, mais là, dans le cas concret, il y a un danger, donc forcément, il me faut des ressources. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas ma capacité de mise en mouvement ? On parlait tout à l'heure un bon sommeil, de l'hydratation, une bonne alimentation. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais chercher dans des réserves ? Il faut savoir que lorsque ton cerveau perçoit quelque chose qui n'est pas bon pour nous, il lui faut à peu près 40 millisecondes pour l'identifier et déclencher la réponse adaptative, donc bien avant le temps de conscientisation. Quand il va déclencher ça, dans tous les cas par sécurité, il va déclencher en même temps la mobilisation des réserves. Il faut savoir que tu vas avoir donc la noradrénaline qui va être libérée dans le système nerveux central, qui va nous créer l'état de tension aversif, puis ensuite tu as toute une cascade dont je te tairai les noms, ils sont hyper complexes, mais qui vont avoir pour fonction de venir récupérer les glycogènes. Donc on a les glycogènes du foie, on a les glycogènes intramusculaires, qui sont des réserves d'énergie qu'on va pouvoir mobiliser là de suite. Ce qui veut dire que même si, en étant en hypoglycémie, si tu te prends vraiment un pic de stress aigu, quelque chose d'hyper aversif aigu, genre tu tombes sur un cambrioleur ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, ton corps va aller taper dans les réserves pour t'amener de l'énergie de suite. Par contre, ça a une conséquence, c'est qu'on surexploite l'organisme. Donc quand c'est une phase de stress aigu, c'est pas très dérangeant d'avoir une exploitation une fois, c'est prévu pour. Si par contre c'est déclenché par du stress chronique, en petite intensité mais constante, on épuise l'organisme et au bout d'un moment, l'organisme il finit par péter. Cette capacité de mise en mouvement, elle est prévue,
mais elle doit pouvoir rester exceptionnelle. Tu nous disais, là, le temps de réponse, c'est 40 millisecondes, c'est avant la conscientisation. C'est combien de temps pour conscientiser quelque chose? Il faut combien de temps pour avoir une idée de grandeur? Ça va dépendre vraiment de sa complexité. Est-ce que c'est des choses qu'on a, des informations que l'on a déjà en mémoire, et on a toute une base de mémoire qui, par exemple, si je te parle d'un verre d'eau, il va te falloir très très peu de temps pour le conscientiser derrière. 300, 400 millisecondes, tu auras réussi à pousser sa conscientisation. Si en revanche, je t'appelle un objet que tu n'as jamais vu, jamais connu, le cerveau ne peut pas s'appuyer sur les mémoires pour pouvoir créer une représentation. Et donc là, il va lui falloir 600, 700, parfois encore plus de temps pour pouvoir réussir à créer une représentation consciente. Donc ça va vraiment dépendre si ça nous est familier ou pas en fonction de la quantité d'éléments que l'on a en mémoire. Mais on est de cet ordre-là, si tu veux. Entre le moment de perception, ton cerveau lui réagit et il va créer un premier temps adaptatif, ce qu'on appelle le premier temps décisionnel chez BMO. Il lui faut entre 40 et 230 millisecondes. Donc lui déclenche la réponse adaptative. Et alors, que dans 0,26% des cas, il ne portera une conscientisation de la chose. Que dans 0,26%. Voilà, tu te rappelles? Oui, on en avait parlé lors du premier podcast. On a tellement d'informations, je me souviens plus de combien de dizaines de milliers d'informations on a à traiter. C'est 35 000 stratégies adaptatives par jour. Et sur les 35 000, on va en conscientiser à peu près que 0,26 parce que c'est hyper énergivore et on va essayer de prioriser ce qui est le plus important à porter à notre conscience. N'empêche que notre corps, lui, s'adapte en permanence on perçoit 11 millions d'unités d'information chaque seconde de nos environnements. Et donc lui, il s'adapte à ça en permanence, et on va en conscientiser qu'une toute petite partie. Mais donc si tu imagines la ressource qu'il faut pour pouvoir répondre à tous ces états de tension. Ouais. Et comme on l'a vu, le temps est une capacité de mise en mouvement. Donc déjà, la première chose à faire, avant de pouvoir faire de l'optimisation de capacité matérielle exogène à nous-mêmes, il faut déjà, et je pense que c'est le levier le plus rapide qu'on peut donner en conseil à tous nos interlocuteurs, et à nos auditeurs, c'est de déjà bien gérer nos ressources physiologiques qui nous permettent cette capacité de mise en mouvement. Ça, on a la main dessus. On a directement la main. Ouais, alors c'est fou, c'est cette notion d'échelle, parce que c'est quand même entre le déclenchement qui est inconscient et la conscientisation, il y a un ratio de 10, plus ou moins. Ouais. Il faut 10 fois plus de temps pour conscientiser quelque chose que en fait, notre cerveau a déjà déclenché. C'est vrai que c'est beaucoup, je me permets d'interagir là-dessus, mais c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est ton cerveau qui crée l'existence des choses. Les choses sont à l'extérieur, mais elles n'existent que quand elles sont portées à ta conscience. Il va falloir qu'on les ait perçues, qu'on traite les flux d'informations, on déclenche une réponse d'adaptation, et ensuite, quand c'est pertinent, on en crée une existence, une représentation. Créer l'existence de quelque chose, ça veut dire créer un tout cohérent. Ce qui est quand même un exercice hyper complexe. Enfin, c'est quand même notre cerveau qui crée l'existence des choses. Oui. Et je trouve que le fait qu'il y arrive en quelques centaines de millisecondes, ça, c'est une prouesse neuronale de dingue, c'est incroyable. Oui, c'est déjà prodigieux. C'est vrai qu'il y a un delta, mais quelle prouesse de créer l'existence des choses. Quoi. Tout à l'heure, on parlait de cette capacité de mise en mouvement qui est y compris, c'est pas juste une capacité pour les gens qui font du sport, etc. C'est aussi un exercice intellectuel qui consomme énormément de ressources. On en avait parlé sur le premier podcast. Par contre, j'ai une question. Pourquoi on a des gens qui procrastinent et d'autres qui ne supportent pas ne pas finir une tâche ou la faire tout de suite? Alors là, pour le coup, on est surtout dans les états de tension. C'est-à-dire que ton cerveau va passer son temps, faut voir ça vraiment comme une inéquation, comme un rapport de force entre deux états de tension lorsque tu veux faire quelque chose. Quand tu vas faire quelque chose, ça va toujours créer quelque part une tension aversive et en même temps une tension de satisfaction. Si jamais la tension aversive est supérieure à la tension de satisfaction si tu fais la chose, alors tu n'y vas pas. Tu trouves toutes les excuses du monde pour pas la faire. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie de subir la conséquence aversive de l'action. Donc tu vas essayer de la reporter dans le temps. Et c'est quand la non-action est plus aversive que l'action elle-même qu'on va déclencher l'action. C'est pour ça que les serveurs, j'ai rarement vu quelqu'un faire « Ouais, super, je vais pouvoir payer mes impôts, je suis super content, ouais. Vivement qu'ils ouvrent, ça, super. Ouais, ça y est, cool. c'est fait, ouais, trop bien. » Ok, non, ça c'est plutôt rare. Donc payer nos impôts est plutôt un état de tension aversif, quelque chose d'aversif. Mais comme ça m'est aversif, je vais pas le faire maintenant. Parce que maintenant, je pourrais faire autre chose qui va m'amener plus de satisfaction que de payer mes impôts. Si en revanche, arriver le soir à 23h59, on va vite se connecter. Parce que si par contre, à minuit je ne l'ai pas fait, ça me sera d'autant plus aversif de le faire après. Donc là, pour le coup, je vais déclencher l'action. Donc ça, c'est la mécanique de procrastination. Quand des personnes ont besoin de le faire là, maintenant, tout de suite, ce qui leur est extrêmement aversif, c'est qu'une tâche soit inachevée. Parce quoi ? Parce que dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle une rupture de cohérence, c'est-à-dire que la tâche n'est pas finie, elle n'est pas encore cohérente dans sa globalité.
Et ce caractère inachevé leur est plus aversif que l'effort aversif à faire pour la réaliser. Donc du coup, ils réalisent la tâche le plus vite possible. Donc tu vois, c'est deux sensibilités de tension qui sont différentes. Et après, chacun va s'amuser à le rationaliser comme il veut, en trouvant à chaque fois des bonnes raisons. Non, quand on va être organisé, quelqu'un qui va loin dans la vie est quelqu'un d'organisé. Donc quand quelque chose est à faire, il faut le finir. Oui, ça c'est une représentation, c'est une forme de conscientisation de la chose. C'est l'histoire qu'on se raconte en tout cas. C'est compliqué à comprendre parce que du coup, ça découle de pas mal de questions. Par exemple, tu dis quelqu'un qui procrastine parce que on avait parlé des doses, ce qui récompense le cerveau, et pourquoi le cerveau prend ces décisions-là. Mais du coup, si je donne un initiative, comme tu dirais en français, quelque chose pour inciter les gens à faire quelque chose, pour qu'ils en tirent le plus, du coup, je mets peut-être en place une politique de récompense. Donc, les gens font les choses pour une récompense et le font peut-être pas parce que tout simplement, c'est important de le faire. Je pense notamment à l'éducation des enfants, évidemment. Fais tes devoirs si tu veux jouer à la console. Chacun fait comme il peut, il n'y a pas de jugement, mais ça peut être compliqué après à gérer face à quelqu'un qui ferait ses devoirs, même si derrière, on lui dit pas qu'il peut jouer à la console. Du coup, est-ce qu'on doit agir individuellement avec les gens ? C'est quoi ton conseil à l'entreprise, par exemple ? Est-ce qu'il faut individualiser les sources de récompense ? Alors là, c'est beaucoup sur les épaules du manager. Est-ce qu'il faut une seule ligne de direction où il ne faut pas du tout de récompense, par exemple ? En absence de récompense, tu n'amènerais, parce que quand tu travailles, il y a une part aversive. Un état de tension aversif, il faut se lever, il faut se déplacer, ça prend du temps, faut réfléchir, ça demande des efforts cognitifs, etc. Donc il y a une grosse part aversive. Donc tu as intérêt à ce qu'on fasse des états de tension de satisfaction. La récompense fait partie des états de tension de satisfaction. Par contre, si on mise tout sur la récompense, je ne dis pas qu'elle ne doit pas être, mais elle ne doit pas être la seule. C'est-à-dire que ce qui doit motiver l'individu à faire, et c'est le conseil qu'on donne systématiquement lorsqu'on fait de l'accompagnement au niveau des entreprises, c'est pas de récompenser l'individu, c'est de reconnaître l'individu. C'est-à-dire que c'est d'amener l'action qui me permet d'être. Comment je suis, comment j'arrive à me sentir vivant, à être, c'est quand on me reconnaît dans l'action que je fais. Et lorsqu'on va me reconnaître, c'est plus parce que tu veux la récompense dont on parle, prime, le droit de jouer à la console, des avantages, une augmentation de salaire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle dans nos états de tension des conditions de déclenchement de dopamine. C'est de l'avoir en plus. Du verbe avoir en plus. Alors que la sérotonine, c'est être. C'est un autre neurotransmetteur qui crée un autre état de tension qui est fondamental pour nous, qui est certainement plus important d'ailleurs que la dopamine, beaucoup plus pérenne que la dopamine. Et si l'action que tu me demandes me permet d'être, alors je vais la faire. Parce que ça va m'amener une satisfaction plus forte que la simple récompense. Et donc les stratégies d'engagement des individus là-dessus doivent être basées sur la reconnaissance des individus et pas simplement et uniquement par la récompense. Lorsqu'on veut faire de la récompense un facteur de reconnaissance, on se tire une balle dans le pied. Parce qu'à la seconde où tu as reconnu l'individu, ça t'a coûté, ce facteur de récompense, pardon. C'est quelque chose qui te coûte. Prime, avantage, ce que tu veux, voiture de fonction et autres, machin. C'est des choses qui coûtent cher. Oui, mais il faut les renouveler à chaque fois qu'on va vouloir faire de la récompense un facteur de reconnaissance. Et au bout d'un moment, ça va finir par coûter très cher à l'entreprise. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut amener, c'est la reconnaissance de l'individu. Reconnaître ce qu'il a fait, reconnaître qui il est, reconnaître son travail. Et ça, c'est pas évident. Et c'est pas évident, et surtout, les entreprises n'ont souvent pas appris à le faire correctement. Parce que reconnaître quelqu'un, il faut prendre le temps de comprendre ce qu'il revendique. Qui il revendique être. Si par exemple, alors les gens qui nous écoutent en podcast ne le savent pas forcément, mais je suis chauve. Si quelqu'un vient me féliciter pour ma nouvelle coiffure, je veux bien qu'il me reconnaisse, qu'il veuille me féliciter, mais ma coiffure, en l'occurrence, n'est pas un facteur de revendication de qui je suis. Même plutôt l'inverse, la chauvitude. Donc, je vais dire, ouais, c'est sympa, mais ouais, merci. Et on voit bien que la reconnaissance n'a pas opéré. Parce que c'est la reconnaissance de ce que revendique l'individu. Donc la première chose quand on veut reconnaître quelqu'un, c'est de prendre le temps d'écouter ce qu'il revendique de lui. Et tout le monde ne revendique pas la même chose de soi. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième, c'est qu'on n'est pas tous sensibles au même facteur de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il va y avoir des formes de reconnaissance. On peut verbaliser une reconnaissance, on peut avoir un comportement qui montre une reconnaissance, on peut consacrer du temps, justement, on revient à la notion de temps, on peut consacrer du temps à un individu, c'est-à-dire que je prends de ma capacité de mise en mouvement
pour consacrer à un individu. Ça, c'est un facteur de reconnaissance, par exemple, qui va être important. Pour d'autres personnes, ça va être le respect de règles, ou d'us et coutumes, ou d'usages dans un environnement. Donc tu vois, il y a plein de formes de reconnaissance qui sont différentes. Nous, on en a listé plus d'une quinzaine. Donc l'individu va avoir sa propre revendication et ses propres sensibilités sur les formes de reconnaissance. Lorsqu'on arrive à aligner ça, waouh, tu crées un engagement fantastique dans les entreprises. Si par contre tu n'y arrives pas, tu passes à côté et ça te donne des stats dont j'ai oublié la source, mais qui nous dit que 80% des managers considèrent savoir reconnaître leurs équipes, mais tu as 17% seulement des personnes dans les équipes qui considèrent être reconnues. Et là, Oui. Exactement. Un vrai Pareto, là. Oui, Et là, 80, ça picote. 20. Là, ça picote, mais pourquoi ? Parce que soit la revendication n'a pas été entendue, et on n'a pas reconnu ce qu'il fallait, même si on a voulu reconnaître, on est passé à côté. Soit on a bien trouvé la revendication de l'individu, mais on n'a pas su y appliquer la forme de sensibilité. Et donc on passe encore à côté. Donc, voilà, si tu veux, pour moi, ce facteur de motivation par la reconnaissance qui serait simplement avoir quelque chose en plus est une mauvaise stratégie, et en plus, elle ne tient pas dans le temps. Donc, pour motiver quelqu'un à faire quelque chose, il faut que cette action lui permette d'être et de devenir. Façon de pouvoir se revendiquer, d'être reconnu. Ouais. On se peut-être un peu éloigné du sujet, mais n'empêche que je pense que c'était hyper intéressant. Et puis, on n'est pas si loin du sujet parce qu'on disait que pour avoir une bonne notion du temps, pour ne pas avoir l'impression d'être débordé, un terme qu'on peut souvent entendre en entreprise, il faut avoir cette capacité de mise en mouvement, et tu as parlé évidemment des ressources physiologiques, et là on parle aussi de cette tension positive qui nous permettrait aussi j'imagine, d'avoir l'impression d'être moins débordé. Complètement. En fait, si tu veux, là, surtout que, alors peut-être un peu loin rapidement, mais faire, c'est se revendiquer soi. On est ce qu'on fait, et on fait ce que l'on est. C'est-à-dire que c'est à travers mes actions, à travers ma mise en mouvement, que je vais pouvoir revendiquer qui je suis. Et si tu me reconnais dans cette mise en mouvement, alors oui, je vais avoir la sensation d'être. Et donc d'avoir un moment de satisfaction. Parce que je suis à la bonne place, je suis dans ma zone, c'est là-dedans qu'on me reconnaît, etc. Donc tu vas favoriser l'envie de faire. Mais encore une fois de plus, pour pouvoir faire, il faut être en capacité de le faire. Et cette capacité est toujours relative à une autre. On l'a vu tout à l'heure, et je l'ai donné dans la grande ligne, la capacité de mise en mouvement de soi, relative à la capacité qu'a la Terre à faire un tour sur elle-même, mais on a des capacités relatives beaucoup plus proches. Comme par exemple, tu as un collègue qui a une capacité à la fois intellectuelle et physiologique de pouvoir traiter 2 fois plus de dossiers que toi dans un même bureau, tu vas avoir l'impression d'être sans arrêt sous l'eau parce que tu as une capacité inférieure à la personne à laquelle tu te compares directement. Donc, si tu veux, il y a la capacité relative entre individus. Donc, il faut réussir à égaliser, entre guillemets, ces capacités de mise en mouvement entre les individus. Ça me fait penser à l'état de flow dont on n'a pas encore parlé, de Mihai Volovic. Je à dire. Ou finalement, quand tu fais quelque chose qui te plaît, mais qui est aussi challengeant, mais atteignable, tu rentres dans un état où tu oublies cette notion de temps. Pas évident à mettre en place au quotidien en entreprise pour que les gens se sentent dans un état de flow, où on n'a plus la notion du temps, et où finalement on ne se sent pas débordé. On y revient exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que se sentir bien ? C'est de se sentir soi. Quand je suis, et que j'ai vraiment la sensation, tu vois, de « Ah oui, je suis reconnu dans ce que je fais. » Et donc du coup, je suis réellement. Et du coup, je me sens bien. Et donc, on en revient encore à la capacité à faire et à reconnaître le faire des gens. Et quand on reconnaît le faire, l'individu produit de la sérotonine. Comme il produit de la sérotonine, il se sent être. Comme il se sent être, il se sent bien. Comme il se sent bien, il a l'impression que le temps passe plus vite et d'en manquer moins. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils à donner, des choses qu'on pourrait mettre en place assez facilement ou pas ? C'est pas grave, si c'est difficile et que ça prend du temps, pourquoi pas. Mais c'est vrai, on n'est pas obligé de toujours choisir la facilité. Est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un à donner qui se sent sous l'eau, qui pense avoir un agenda qui déborde professionnellement, mais aussi parfois avec la vie privée, hein. On sait que la deuxième journée commence quand les enfants sont au lit, quoi, hein. C'est ce qu'on dit quand on a des enfants. Est-ce que tu aurais un conseil ? On a parlé des ressources physiologiques, prendre soin de soi, bien dormir, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités qui nous permettraient d'avoir une perception de ce temps différent ? Un outil, enfin une façon de faire, moi que j'utilise au quotidien, tout le temps,
chaque instant. Tu l'as annoncé, hein, de façon très sympathique d'ailleurs au début. J'ai un parcours où j'ai beaucoup de choses à faire simultanément. On a déjà sorti un bouquin, j'en ai un autre en écriture, on a BMO Smart Life, on a la société Engram, on a BMO Academy, il y a tout un écosystème. Je te laisse imaginer la quantité de tâches à faire dans cet écosystème-là. Si jamais j'avais en permanence en tête la totalité de ces environnements, alors mon cerveau il explose et je perdrais instantanément la capacité de mise en mouvement dans un environnement parce que je serais pollué par tous les autres environnements que je garde en tête. On appelle ça des buffers. En fait, notre cerveau s'adapte à des environnements qui existent dans notre tête. Si jamais toute la journée tu dois te rappeler qu'en rentrant il faut que tu achètes du pain, mais c'est vrai que ce matin, avant, il faut que je pense à mettre les chaussures de sport des gamines ou des gamins dans le sac parce qu'aujourd'hui ils ont sport. Ah, puis quand je vais arriver au bureau, il faudra vraiment que je pense à dire à Martine qu'il faudra renvoyer le dossier à un tel. Ah, et puis il ne faut pas aussi que j'oublie. Et tu gardes tout ça en tête. Et comme tu as peur d'oublier, tu les repopes en permanence dans ta tête. Et en fait, ton cerveau a l'impression qu'il doit s'adapter simultanément à une grande diversité d'environnements. Et donc sa capacité d'adaptation face à 40 environnements, quand bien même ils sont cognitifs, quand bien même ils sont dans notre tête, la capacité de mise en mouvement diminue, mais alors de façon drastique, et on a l'impression d'avoir le temps de rien. Moi, pour éviter ça, j'agis comme un amnésique. C'est-à-dire que mon planning, j'appelle ça ma partition de vie. Je ne vais garder en tête que les informations utiles dans le créneau horaire dans lequel je suis. Par exemple, quand on aura fini ensemble ce podcast, je suis incapable de te dire la tâche que j'ai après à faire. J'en sais rien. Pourquoi ? Parce que 10 minutes avant, ça va popper à mon écran pour me dire « Ah, dans 10 minutes, tu vas commencer ça ». Et lorsque ça pop, si jamais j'ai besoin, je vais pouvoir cliquer dessus et j'ai toutes les notes de toutes les informations qui vont m'être utiles pour pouvoir gérer l'environnement suivant. À la seconde où j'ai fini cette tâche-là, je me perds, donc je vais saisir les informations qui me seront utiles pour plus tard. Je vais programmer la prochaine action dans mon agenda, dans ma partition de vie, pour me dire, admettons, j'en sais rien, la prochaine tâche, il faudra que je rappelle ensuite un client pour lui envoyer un rapport. Pas de problème, dans 3 jours, je me prévois une planche horaire qui sera dédiée à envoyer un rapport ou peu importe quelque chose à un client, et que les informations qui me seront utiles pour pouvoir le faire sont localisées à tel endroit dans mon drive. Et donc, dès que j'ai clôturé ça, je peux le sortir de ma tête et l'oublier totalement. Et sincèrement, avec le temps, quand tu fais confiance à ce système-là, tu te permets réellement de les oublier. Pourquoi ? Parce que ton cerveau sait qu'au bon moment, ça va venir popper, tu sauras où aller chercher les informations, et qu'en attendant, ça ne sert strictement à rien de gaspiller de l'énergie et de garder ça en tête. Donc c'est vraiment une segmentation, si tu veux, j'essaye de démultiplier ma capacité de mise en mouvement par la focalisation de maintien cognitif des informations utiles à cet instant. Le reste ne m'intéresse pas, ne viennent pas polluer mon esprit, faute de quoi j'aurais l'impression de devoir m'adapter à 40, 50, 60, 80 environnements simultanément, ce qui serait techniquement parlant impossible. Eh bien, ça te fait gagner une énergie stratosphérique. Bah déjà, tu n'as plus peur d'oublier quelque chose, ou tu passes plus d'énergie à avoir peur d'oublier quelque chose. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait techniquement ? Généralement, on quitte l'environnement dans lequel on est, on va aller quelque part, et si tu réfléchis d'un point de vue cognitif, c'est censé, et même physiologique, c'est censé être compliqué, parce que souvent on aime bien aller visiter des endroits qu'on ne connaît pas. Donc on a tout à découvrir, on doit apprendre à se représenter dans l'espace, on doit trouver où est notre nouveau logement, où est-ce qu'on va pouvoir se nourrir, quelles activités on va pouvoir faire. On aime bien aussi souvent, pour beaucoup, faire quelques activités, des visites ou des activités sportives, des randonnées, des choses. Donc on brûle énormément d'énergie. Donc techniquement parlant, on devrait être épuisé. Et pourtant on arrive à se détendre. Pourquoi ? Parce que comme dans ce nouvel environnement, toutes les informations qui me sont nécessaires au travail, mon cerveau, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, se dit ça sert à rien. Donc, il ferme ces représentations-là, il sort ces environnements de notre tête, et on se consacre à un environnement. Et donc, on se détend enfin. On arrête de brûler d'énergie pour rien. Et généralement, 24 heures, 48 heures avant de reprendre le boulot, tu commences à voir dans ta tête les informations qui repopent, parce que le cerveau, le cerveau sait qu'on va revenir dans cet environnement-là et il a tendance à ramener ces informations. Okay, donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Un truc, parce que je trouve ça super d'organiser dans son agenda des temps dédiés à quelque chose, des rappels, quelques minutes avant pour pas oublier, pour ne plus être dans l'inquiétude et dans la peur constante. On peut aussi prendre des notes chez soi. Par exemple, quand tu te réveilles la nuit, parce que tu as un truc en tête, tu peux le noter sur un carnet, ça marche aussi, j'imagine. Tu ne l'oublies pas le lendemain matin.
Par contre, dans le monde du travail, très souvent, on fait face à des urgences. Et de plus en plus d'urgences, surtout dans des entreprises qui ne sont pas forcément agiles. Et j'ai beau avoir mon agenda programmé, prêt, pour me permettre d'être efficace. Et pourtant, j'ai plein d'urgences qui arrivent, donc ça me désorganise à peu près tout. Personnellement, j'ai des créneaux. C'est encore des buffers tampons, tu vois, des buffers tampons, où il n'y a rien de prévu pendant 2 heures dans la journée, qui va faire que si jamais des tâches qui étaient programmées avant, je n'ai pas pu les réaliser parce qu'il y a un imprévu qui tombe, je viens ensuite décaler ces tâches automatiquement dans mon planning, dans les buffers tampons. Normalement, avec 2 heures, j'arrive à peu près à faire face à la reprogrammation due à tous les imprévus. Des fois, tellement ou en cascade, ça amène tellement de choses que je vais le différer sur plusieurs buffers de secours. Ou alors, ça va nécessiter vraiment une réorganisation complète du planning. Par exemple, malheureusement, il y a 15 jours, j'ai eu un accident assez costaud sur l'autoroute. J'ai de la chance, j'ai rien. Par contre, la voiture, elle est épave. Ce qui était prévu n'est plus réalisable. Ça a modifié ma capacité de mise en mouvement, justement, au quotidien. Donc, j'ai plus la même capacité de mise en mouvement. Donc, ma programmation de planning n'était plus bonne. Là, j'ai pas utilisé un buffer. J'ai replanifié. En tenant compte de cette nouvelle capacité de mise en mouvement, j'ai replanifié tout mon planning. Et modifié mes délais, mes deltas, etc., etc. Parce que ma capacité de mise en mouvement a changé. Donc, parfois, voilà, si c'est juste anecdotique, les buffers suffisent. Si ça a mis une grosse pagaille, il faut reprogrammer. Merci. Je me rappelle que lors de la dernière interview, tu avais eu une voiture c'est vrai. par la grêle. C'est la même, voiture. Bon, maintenant, là, pour le coup, elle est flinguée. Là, elle est plus là. Elle est finie, c'est terminé. Bon. Nouvelle voiture. Je réfléchis d'ailleurs à savoir si c'est pertinent d'en acheter ou pas. Mais tu vois, dans la capacité de mise en mouvement, gestion du temps, est-ce que c'est pertinent ou pas? Et toujours pareil dans cette logique de gestion du temps. Et ça interroge. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast et merci. Je pense qu'on a abordé déjà des sujets passionnants. Malheureusement, tout a une fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rappeler ou un thème qu'on n'a pas abordé et que tu souhaiterais partager avant de terminer l'interview? Je pense que j'aimerais appuyer vraiment sur le fait que on a un réflexe, et il est normal, c'est de toujours accuser nos environnements du fait qu'on n'ait pas le temps de faire les choses, ou d'être surchargé, ou d'être débordé par des tâches. Oui, c'est vrai, l'environnement a une vraie part de responsabilité, parce que c'est lui qui envoie toutes les informations. Mais peut-être, et même j'en suis convaincu, la première chose que l'on peut faire concrètement, maintenant, et qui change déjà énormément de choses, c'est vraiment apprendre à gérer nos ressources et à planifier les choses et ne se concentrer que sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut être mis en place là, maintenant, quand vous allez effectivement dans 5 minutes terminer ce podcast et repartir, vous pouvez déjà commencer à l'appliquer. Et ça va vraiment déjà transformer les choses et vous allez avoir du coup une capacité à agir qui va à ce moment-là vous permettre de changer les environnements. Mais de commencer avant toute chose par soi. Et ça fait une différence mais énorme. Vraiment énorme. C'est ce petit point sur lequel j'avais envie d'insister. Merci beaucoup Guillaume. Je rappelle ton livre, L'influence cachée du cerveau humain, aux éditions ESF, que je connais très bien également, avec qui on avait fait un partenariat sur le podcast il y a quelques temps. Et puis, toujours un plaisir de partager avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de pourquoi pas avec grand faire plaisir. Merci à toi pour ce moment, pour ce temps passé ensemble. Merci aux auditeurs aussi d'avoir pris ce temps avec nous. Et puis j'espère que ça aura donné des clés, une vision un petit peu différente des choses et de vous faire passer un bon moment. À bientôt. À bientôt Guillaume, merci.